Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous. Vous le savez, parfois je fais des épisodes un peu plus personnels. Et là, ça va être le cas aujourd'hui, je vais vous dresser un petit bilan de mon expérience japonaise. Alors, vous le savez sûrement si vous suivez le podcast, mais on va remettre les bases pour les nouveaux auditeurs. Et au passage, fin avril, on a battu des records d'écoute à la semaine, donc continuez à partager le podcast et à en parler autour de vous, ça fait vraiment toujours super plaisir. Donc pour vous remettre les bases, je suis parti début avril 2018 vivre au Japon avec un visa étudiant en poche, pour apprendre le japonais à la base dans une école de langue de japonais. J'avais prévu de rester 2 ans, j'avais économisé et fait mon budget pour. Je suis parti vivre à Kyoto, qui n'était pas mon premier choix, mais les circonstances ont fait que j'ai fini dans une des villes les plus touristiques au monde. Je vais donc rester 2 ans sur place, ça c'était ce que j'avais prévu à la base, de rester 2 ans au Japon pour faire 2 ans d'études. Mais mon but était d'avoir un bon niveau en japonais, pour espérer pouvoir rester par la suite, vivre au Japon. Mais vous le savez peut-être, si vous écoutez bien mes podcasts, qu'après quelques mois d'école, j'ai eu beaucoup de mal sur place. Pas sur place au Japon, mais sur place à l'école. L'école était un peu trop à l'ancienne pour moi, c'était vraiment pas fait pour moi. Je prenais aucun plaisir à apprendre le japonais, alors qu'au départ j'étais vraiment super motivé et que l'apprentissage du japonais les premiers jours, les premières semaines, j'étais vraiment à bloc. Je suis donc reparti au bout d'1 an, fin février 2019. J'ai dû quitter le Japon parce qu'en arrêtant l'école, j'avais plus de visa, donc je devais partir. Après de longues réflexions, j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet parce que c'était un choix qui n'était pas simple. J'ai choisi de partir en Écosse. Je me suis installé là-bas environ mi-mars pour 8 mois. J'avais prévu de rester jusqu'à octobre et repartir au Japon ensuite pour 6 mois, cette fois-ci sans visa, et donc faire 2 fois 3 mois de visa vacances en faisant une sortie de territoire, la fameuse sortie du poteau comme on dit. Donc au cumulé, je suis resté quasiment 1 an et demi sur Kyoto. Et donc je voulais profiter de cet épisode pour faire un bilan de ma vie sur place. Si j'ai aimé vraiment vivre là-bas, s'il y a eu des difficultés, etc. qui m'ont vraiment posé problème, ou si au final ça m'a pas plu plus que ça, et que le Japon c'est bien, mais qu'on est bien en France aussi. Et ça, on va en parler maintenant. Et on va commencer par les difficultés justement. En partant pour cette aventure, j'ai vendu toutes mes affaires. Je me suis retrouvé avec 2 valises, j'ai quitté mon boulot, où j'étais depuis une dizaine d'années tout de même. C'était un vrai coup de pied aux fesses que je me suis donné. Au final, c'était sûrement la plus grande difficulté avec le retour à l'école. Pour le reste, la vie sur place a été assez simple. Bien sûr, il y a eu quelques prises de tête avec des trucs administratifs, avec des contrats qui arrivent tout en japonais, et quand vous avez des dizaines de pages qui sont remplies de kanji, vous rigolez pas des masses face à ce document. Mais au final, on arrive toujours à s'en sortir. La plupart du temps, on arrive à faire ça tout seul. Et au pire, on demande de l'aide sur les réseaux sociaux à des Japonais ou à des Français qui se débrouillent un peu mieux en japonais que vous. Alors, il ne faut vraiment pas avoir peur de passer pour un idiot et souvent de ne pas comprendre grand-chose. Mais honnêtement, dans la vie de tous les jours, les obstacles ont été vraiment minimes. D'un point de vue administratif, je me souviens d'avoir beaucoup galéré pour ouvrir mon compte en banque, avoir passé 2 heures en full japonais, à vraiment rien comprendre à ce que la banquière disait, à ne même pas savoir en partant si mon compte était finalement ouvert ou non. Et là, j'avoue que ça a été vraiment le moment qui a été le plus chiant, où pendant quelques minutes, je me suis dit « Putain, je veux rentrer, qu'est-ce que je fous là ?» Mais ça a vraiment pas duré longtemps. Alors j'ai aussi eu des problèmes avec mon contrat d'électricité par exemple qui devait être ouvert par mon agence mais ils avaient oublié de le faire. Donc j'ai eu des lettres comme quoi on allait me couper l'électricité parce que je payais pas au tout début, donc c'était un petit peu compliqué, mais finalement c'est des petites aventures qui sont parfois un petit peu stressantes, je vais pas vous le cacher, parce que si on vous coupe l'électricité, c'est pas toujours simple d'expliquer son cas à des gens qui ne parlent que japonais, surtout quand vous savez pas dire un mot. Mais franchement dans l'ensemble honnêtement, à part quelques moments comme je vous le dis un peu stressants, dans l'ensemble c'est parfois pas plus compliqué que quand on se retrouve face à l'administration française au final. Bon après, je n'ai rien eu vraiment de trop complexe. J'ai pas eu d'impôts à gérer, j'ai pas eu besoin de monter une boîte par exemple. Ou, voilà, c'était des trucs très simples d'une vie étudiante, de devoir juste faire ses courses, avoir quelques petits trucs administratifs. Mais voilà, par rapport à d'autres situations qui peuvent être plus compliquées, là, il n'y a pas grand-chose à gérer. Donc même ces petites difficultés, finalement, ça fait des bons souvenirs, ça fait des anecdotes sympas. Et voilà, on va dire que c'est pas très grave. Et même sur le moment, même s'il y a un petit peu de stress, dans l'ensemble, finalement, ça reste des bons souvenirs. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment des difficultés ? Je pense pas. Mais maintenant, on va passer à une autre étape. On va parler de l'amitié. Car oui, c'est un beau roman d'amitié qui commence. Non, je vais pas vous faire une chanson de Elsa. Alors oui, je suis né dans les années 80
Pour les plus jeunes, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils chantent, c'est quoi cette chanson de merde? Voilà, et ben vous aviez qu'à naître avant. Niveau amitié, du coup, c'est mi-figue, mi-raisin. Je me suis fait de très bons amis francophones dans l'école. Ce genre d'aventure, en fait, c'est assez cool parce que ça permet de rencontrer des gens que vous n'auriez sûrement jamais croisés ou bien avec qui vous n'aurez jamais discuté dans la vie normale. J'ai pu rencontrer des chouettes personnes qui sont vraiment très différentes de moi, avec qui on avait une passion commune au final pour la vie au Japon et qui nous a rapprochés. J'ai gardé contact avec quelques-uns, on se parle toutes les semaines, même via des messages vocaux. Alors, je sais pas si ça durera dans le temps pour tout le monde, etc. Parce que vous le savez, on discute avec des gens au début, puis après on perd un petit peu contact. Mais franchement, pour l'instant, j'ai gardé un bon contact avec 4-5 d'entre eux, et je suis content, c'est devenu des vrais amis. Et là-dessus, c'était plutôt positif. Et je dois avouer, j'ai envie aussi de connaître leurs aventures. Certains sont encore au Japon, d'autres sont rentrés et ont très envie de repartir, comme moi au final. Et du coup, je pense qu'on est tous un petit peu, voilà, on essaye de suivre, on essaye de supporter, pas de supporter dans le sens putain il me saoule, il faut que je le supporte, non, dans le supporter dans le sens j'espère que lui aussi va pouvoir y aller, j'espère que je vais pouvoir partir, mais que lui va pouvoir partir aussi. Donc du coup, ça donne une certaine émulation. Et franchement, au niveau de l'amitié avec les francophones, c'était plutôt chouette. Après, avec les Japonais, ça a été plus compliqué. Kyoto, c'est pas facile de trouver des Japonais qui parlent anglais. Du coup, j'ai eu beaucoup de small talk. J'ai eu quelques gens avec qui on se fait des coucous de temps en temps, où on va garder contact, etc. En s'envoyant 2-3 messages, mais j'ai pas eu d'amis à proprement parler, de vrais amis. Voilà, des gens sympas avec moi, il y en a eu plein, vraiment, des Japonais qui ont été super sympas, qui ont eu des conversations, des bons souvenirs. J'ai plein de bons moments, plein de sourires ou d'anecdotes, de moments gênants à cause de la langue dans ma tête. Mais des vrais amis japonais, je pense pas que j'en ai. Et voilà, j'ai pas gardé un contact avec des gens avec qui je vais envoyer des messages toutes les semaines à des Japonais. Et ça, ça a été un petit peu négatif. Mais en même temps, je le savais et je savais que ça prendrait du temps. Je pense que le choix de Kyoto n'a pas aidé parce qu'on parlait uniquement en japonais et que c'était très difficile d'avoir des amis qui parlaient anglais. Donc ça, j'avoue que c'est une petite frustration que j'ai eue sur la vie, la vie d'1 an et demi sur place. Parce que j'ai vu des gens sympas, j'ai vécu vraiment des bons moments. Il y a des gens qui ont été très gentils avec moi. Mais je peux pas dire que j'ai des contacts japonais et des amis vraiment japonais avec qui je suis super pote. Et donc forcément, ce truc-là, c'est un petit peu rageant. Parce que sur place, on a envie de communiquer un max. Mais la barrière de la langue, ça peut être vraiment compliqué. Alors pas pour tous, parce qu'il y a certains qui ont un caractère pour parler, baragouiner, forcer les discussions même en ne parlant pas un seul mot, mais on n'est pas tous comme ça. Moi par exemple, je suis très social en général, genre le type qui va parler facilement avec des inconnus, dans une soirée qui va discuter un peu avec tout le monde, mais quand la langue elle est pas là, je suis beaucoup plus réservé et du coup je peux pas vraiment dire que je me suis fait une tonne d'amis au Japon comme je vous l'ai dit. Comme je l'ai dit, de bons amis japonais, j'en ai pas en fait. J'ai juste des contacts, des gens avec qui de temps en temps je vais envoyer un message via les réseaux sociaux maintenant que je suis à distance, mais j'ai pas vraiment de vrais amis avec qui je communique souvent. Du coup là-dessus pour moi c'est un peu un échec, mais c'est totalement ma faute. Si j'avais réussi à plus travailler mon japonais sur place, à un peu moins traîner avec des Français, parce que j'ai trop traîné avec des Français, clairement, j'aurais sûrement eu de meilleurs résultats. La clé pour moi c'est vraiment le japonais. La prochaine fois j'espère que j'aurai un meilleur niveau, la prochaine fois que j'irai au Japon, donc on va pas dire en vacances, mais pour s'installer, pour pouvoir avoir des interactions vraiment plus intéressantes et peut-être sympathiser. Après, je sais très bien que les Japonais ne s'ouvrent pas facilement, donc avoir des très bons potes comme on peut se faire en France assez facilement, ça sera pas le cas. C'est beaucoup plus difficile de tomber sur des Japonais qui vont être très ouverts. Mais ça permettra peut-être d'avoir des conversations plus intéressantes, de rentrer un petit peu plus en profondeur que juste les small talk habituels. Après, je vous dis, c'est un échec, mais c'est pas vraiment une déception non plus, c'est juste un constat. Comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré vraiment plein de gens sympathiques et j'en garde vraiment de très très bons souvenirs. Vous le savez, le Japon, je l'aime et je l'aime surtout et principalement à cause des gens, même si j'ai pas pu discuter avec eux. Quand on les croise, qu'on les voit, qu'on voit le sourire, qu'on voit cette gentillesse, même si c'est une gentillesse qui peut être de façade souvent, c'est quand même super agréable. Et après, l'amitié, c'est bien, mais l'amour, c'est mieux. Car oui, on va pas la jouer langue de bois pour vivre au Japon. Le visa mariage, ça reste quand même la meilleure option. C'est même la plus simple et la plus utilisée, si on peut dire comme ça. Quand je suis parti, c'était pas un but que je m'étais fixé. Mais je savais clairement que pour vivre au Japon, si je trouvais quelqu'un, ça serait quand même beaucoup plus simple, ça serait un bon plan. Car les visas travail, c'est pas simple à avoir. Travailler dans une entreprise japonaise, c'est pas toujours super fun. Et que finalement, le mariage, c'est ce qu'il y a peut-être de plus facile. Donc forcément, tous, on y pensait. Quand je dis tous, c'était mes camarades de ma classe, que ce soit même pas que des francophones, tous. Certains même, il y en avait qui se l'étaient fixé comme objectif clair, c'est-à-dire qu'ils venaient au Japon et le but c'était de trouver une copine pour pouvoir vivre au Japon. Et il y avait d'autres comme moi, c'était dans un coin de la tête en se disant que ça serait bien de faire des rencontres pour pouvoir trouver la bonne personne et forcément faciliter grandement la suite du périple, mais encore une fois, c'était pas un but. Et au final, côté amour, ça n'a pas été transcendant, je dois avouer. Alors je vous passe les détails sur les plans d'un soir, etc. On n'est pas là pour ça.
Là, il y a eu des trucs, mais je vais pas vous raconter ma vie sexuelle. Mais côté véritable amour, l'amour à 200%, celui où on est à bloc et qu'on se dit ça y est, c'est la bonne, bah, j'ai pas eu de gros crush. Alors non pas que je tombe pas amoureux de toutes les japonaises que je croise, hein, parce qu'au Japon, mon cœur s'emballe toutes les 3 secondes dans la rue. Bah, c'est pas ça, non, c'est juste que là aussi, au niveau de la communication, ça n'a pas aidé. À Kyoto, comme je vous dis, c'est toujours compliqué de trouver quelqu'un qui parle anglais. Du coup, pour moi, le physique, bah, c'est important, je vais pas le cacher, hein. Même s'il y a des gens parfois qui vous disent que le physique c'est pas important, moi je pense que ça l'est. Mais bah, parler, c'est aussi très important. Et du coup, bah, il y a plein d'étrangers qui sortent et qui se marient avec des japonaises sans vraiment être capables de communiquer. Encore une fois, moi je juge pas, vous le savez, c'est ma doctrine, hein, chacun fait ce qu'il veut. Il faut de tout pour faire un monde, mais pour moi, c'est pas ce que je cherche. Le physique, ça va pas suffire. Il va falloir que je puisse communiquer, qu'on puisse échanger et qu'il y ait des échanges intéressants, que ça aille pas que dans un sens, que ça soit pas des monologues. Et franchement, bah là, du coup, avec la barrière de la langue, ça a été pas simple. Et il faut l'avouer aussi, j'ai pas trop cherché non plus. Si je compare par exemple avec un ami qui a enchaîné les dates sur Tinder et les autres sites de rencontres, bon, pour lui, ça n'a pas été couronné de succès finalement au passage. Il a vu une cinquantaine, enfin, il a fait une cinquantaine de dates avec des japonaises, je pense, et au final, bah, il n'a pas trouvé la fille qui lui plaisait. C'était toujours un peu compliqué. Franchement, les relations avec les japonaises sont pas toujours super simples. Et moi, pour ma part, la première année, bah, l'école m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, que ce soit les devoirs, les révisions, etc. Et quand j'avais finalement du temps libre, bah, j'avais plus envie de me balader et de profiter des Japon, d'aller faire du photo, enfin, aller faire des photos, voilà, vraiment de me balader, d'explorer. Et j'avais pas spécialement envie de passer mes soirées sur Tinder pour aller à la pêche aux dates. Surtout que les japonaises, comme je l'ai dit, sont vraiment compliquées, mais ça, on va en parler dans un prochain épisode de podcast. Je vous en ai déjà parlé et je ferai un épisode un petit peu spécial là-dessus. Du coup, bah bref, j'ai rien eu d'extraordinaire. Et même si parfois j'ai pas été loin, je suis tombé par exemple sur une fille qui venait de se marier. Alors il y a quand même plus simple comme relation. Bah, j'ai donc préféré de pas trop pousser. C'était une fille avec qui je parlais pendant longtemps, que j'ai beaucoup discuté, etc. Et justement, c'était pour une fois une fille que je trouvais intéressante, avec qui je pouvais discuter et échanger. Mais voilà, elle m'avait pas dit qu'elle était mariée. Et quand j'ai su qu'elle était mariée, forcément, ça m'a un peu refroidi parce que moi, j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi en fait, donc je ne le fais pas aux autres non plus. Donc j'ai pas poussé plus loin par la suite. Donc de plus, comme je vous l'ai dit, le visa mariage, ça facilite vraiment le fait de pouvoir vivre au Japon. Mais je me suis jamais mis en objectif, vraiment. J'aimerais pouvoir vivre par moi-même au Japon et ne pas être dépendant de quelqu'un pour mon visa. Moi, j'ai vu énormément de couples assez tristes finalement entre étrangers et japonaises. C'est pas vraiment l'idée que je me fais de l'amour et d'une relation, et je veux pas vivre au Japon à n'importe quel prix non plus. Je sais que moi, j'en discutais avec des gens qui, pour eux, le but c'était de vivre au Japon, même s'ils étaient mal payés, même s'ils sortaient avec une fille qu'ils aimaient sans plus, bah ça leur posait pas de problème parce que leur rêve c'était de vivre au Japon. Moi, clairement, c'est pas du tout ça. J'ai pas envie de vivre au Japon et bah, d'avoir 300 € tous les mois une fois que j'ai tout payé pour vivre et pour me faire plaisir. Je préfère mieux vivre en France que mal vivre au Japon, voilà, ou vivre, on va dire, chichement au Japon. Et pareil, je ne vais pas me mettre avec quelqu'un que j'aime pas plus que ça, juste en me disant ouais, mais comme ça j'ai mon visa pendant quelques années, ça me laisse le temps de trouver quelqu'un d'autre. C'est pas ma mentalité. Encore une fois, je peux comprendre qu'on ait envie de faire ça. Il y a plein de sujets, de choses différentes. Faut pas croire que les japonaises, les gaijins en profitent et que les japonaises sont des pauvres victimes. Souvent, c'est même l'inverse. C'est les japonaises qui vont profiter du gaijin. Mais ça, encore une fois, j'en reparlerai dans un autre épisode. Mais voilà, moi c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout ma tasse de thé. Et bah voilà, je préfère rentrer et je me dis pas bah merde, je suis con, j'aurais dû sortir avec la femme mariée, avec machin. Non, parce que clairement c'est pas du tout le genre de truc que j'ai envie. Donc du coup de ce côté-là, du côté amoureux, bah ce fut un échec. Je parle encore une fois du grand amour, hein, juste du grand amour. Mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. On ne sait jamais, hein, ce que l'avenir nous va nous apporter. Et ensuite, je voudrais continuer dans l'amour, mais dans une autre forme d'amour. Je voudrais vous parler de celui que j'ai avec le Japon. Car là, par contre, la relation s'est vraiment consolidée. J'ai vraiment adoré vivre là-bas. Pour plein de raisons dont je parle souvent dans ce podcast. Et mon année et demie sur place n'a fait que vraiment renforcer ce sentiment. Je me sens vraiment bien là-bas. Il y a des choses très simples sur place qui me procurent un bonheur fou que je n'ai pas ici en France. Je me sens vraiment épanoui, plus heureux. Vraiment, j'ai plus le smile dans la vie de tous les jours. Et ben, c'est plus simple pour moi de vivre au Japon. Je prends vraiment plaisir à observer les Japonais, à les regarder sourire, profiter de la vie même si elle n'est pas toujours rose. Juste à voir les enfants s'amuser, pardon, alors que je veux pas spécialement d'enfants personnellement. J'aime pas à la base trop les enfants, c'est pas ma came, j'ai bientôt 40 ans. Avoir des enfants, ça n'a jamais été un besoin, même au contraire, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas plus que ça. Et quand je vois des enfants japonais, bah, je les trouve mignons. En France, j'en ai franchement rien à foutre. Quand vous allez me présenter votre gamin, sachez-le, je m'en branle totalement. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas.
Au Japon, j'aime bien les regarder, je sais pas, ils ont un côté, une énergie positive, que ce soit les enfants. Quand je dis regarder les enfants, attention, hein, ne prenez pas pour un pervers, hein, mais je trouve qu'il y a une énergie positive qui se dégage de tout ça. Les Japonais, en général, les enfants sont super mignons, ils sont super cute, etc. Ça me donne pas envie d'en avoir, mais ça fait du bien à regarder, à voir les gens comme ça. Alors qu'en France, souvent, j'ai l'impression que les gens vont râler pour un rien, vont toujours donner leur avis, vont toujours être contre, vont pas être contents, vont faire la gueule, vont râler. Et je suis le premier à le faire aussi quand je suis ici. Au Japon, c'est pas pareil, je suis pas dans le même trip. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça me convient mieux. J'aime aussi l'ambiance des rues, la politesse des gens, le respect des règles, la quiétude de la vie de tous les jours au Japon. Bien sûr, il y a des trucs qui m'agacent au Japon comme partout. Et bien sûr, j'ai pas expérimenté la vie au travail, qui en fait fuir du coup beaucoup. Et à juste titre, parce que quand on en parle avec les gens, on se rend compte que c'est pas facile de travailler au Japon. Mais là, on parle d'un bilan sur place et de ce que j'ai vécu là-bas. Et honnêtement, ça m'a donné beaucoup de plaisir. Ça m'a fait beaucoup sourire, ça m'a fait apprécier plein de petits moments, comme je vous le dis, que j'apprécie pas forcément en France et que je vais pas apprécier de vivre ici. Cette histoire d'amour avec le Japon, ça s'est vraiment consolidé et je me sens vraiment bien là-bas. Comme je vous l'ai dit, je veux pas vivre là-bas à tout prix, je veux pas habiter un 5 mètres carrés, je veux pas être marié à une femme que je n'aime pas plus que ça. Je ferai pas n'importe quoi pour vivre là-bas, mais je veux vraiment vivre au Japon. Et cette année que j'ai vécu là-bas, ça m'a permis d'avoir un bon avant-goût de ce que j'ai envie. Et maintenant, c'est sûr et certain, même si je le savais déjà avant d'arriver sur place que ça allait me plaire, je suis persuadé que là-bas, je suis fait pour vivre là-bas et que je serai content. Ça ne veut pas dire que tout sera parfait. Je vais peut-être avoir des emmerdes aussi là-bas et qui vont me pourrir la vie au Japon. Mais en tout cas, sans le côté boulot ou sans le côté amoureux, le côté vie de tous les jours, je kiffe et j'adore ça. Donc voilà, on a fait les amis, les amours, les emmerdes. Et financièrement, du coup, financièrement, je suis resté dans mon budget que je m'étais fixé à la base. Je suis assez content de moi car même si j'ai plus dépensé que ce que j'avais prévu au final, avec des achats un peu imprévus ou des sorties que j'ai fait un petit peu too much, je suis un peu trop souvent allé au resto par rapport à ce que j'avais prévu par exemple, j'ai quand même eu quelques rentrées d'argent et mon passage en Écosse m'a fait faire quelques économies aussi. Alors je roule pas sur l'or clairement en ce moment, mais il va falloir que je retrouve du travail assez rapidement. Mais j'ai réussi à tenir mon budget sur 2 ans et rentrer avec le minimum que je m'étais imposé à la base. Là-dessus, on peut dire que j'ai pas dérapé et c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, l'argent, ça reste le nerf de la guerre et il va falloir vraiment remonter mes économies si je veux retourner un jour vivre au Japon. Car forcément, ce genre de projet, ça coûte du pognon. Pour rien vous cacher, mon budget total pour les 2 ans que j'ai vécu là, c'était de l'ordre d'environ 55 000, 60 000 euros. Et là, actuellement, on est en mai, enfin on va être en juin quand vous aurez ce podcast, ou en mai, je ne sais pas, et il me reste environ 7 500 euros. J'ai bien vécu au Japon, j'avais fait un budget pour garder mon rythme de vie parisien. Je voulais pas vivre comme un étudiant en mode super économie, à manger que des pâtes, à pas sortir, à pas profiter. Et du coup, je voulais me faire plaisir, mais j'avais tout calculé. J'habitais dans un bel appartement la première année, que j'ai dû totalement meubler. Il y a eu des frais scolaires aussi, parce que mine de rien, l'école, ça coûte de l'argent. Je pouvais aller au restaurant régulièrement, et vous savez que mon budget café aussi est vraiment conséquent. Bref, de ce côté-là, je peux dire qu'il n'y a pas eu de mauvaise surprise et que j'ai bien profité de la vie sur place. Après, je dois l'avouer, j'aurais préféré bien sûr vivre au Japon avec un revenu, c'est-à-dire un revenu, un salaire, comme j'avais un salaire à Paris, parce que j'aurais pu encore plus profiter. J'aurais pu me faire des petits cadeaux que je m'avais l'habitude de me faire, que là, bien sûr, j'ai pas fait. J'aurais pu faire plus de restos, j'ai pas testé à mon goût assez de restaurants, j'en ai fait quand même souvent, hein, par rapport à plein de gens, j'ai vraiment pas à me plaindre. Je ne vais pas dire que je suis privilégié parce que cet argent-là, je l'ai gagné, hein, c'est de l'argent que j'ai économisé, c'est du salaire que j'ai mis de côté. Vous, quand vous achetez une maison, une voiture, moi, je suis pas propriétaire d'une maison ou d'une voiture. Voilà, j'achetais plus rien. Pendant 2 ans, j'ai fait des économies non-stop. J'ai vendu toutes mes affaires. Et puis je gagnais un salaire, je travaillais pour. Donc j'ai pas volé ma vie sur place au Japon. Mais j'ai bien profité. Mais j'avoue qu'il y a un petit côté qui dit j'aurais bien aimé avoir une rentrée d'argent, avoir un salaire, vivre comme je vis d'habitude en vivant à Kyoto. Parce que j'aurais peut-être pu faire plus de choses, plus profiter, plus voyager, parce que j'ai beaucoup exploré dans le Kansai, mais j'ai pas beaucoup voyagé. J'ai pas voyagé au Japon en étant sur place, parce que c'est des frais, hein, voyager, forcément. Vous prenez le train, vous prenez une auberge, etc. Ça monte vite. Donc du coup, voilà, j'ai ces petits regrets-là, mais c'est juste un tout petit regret. De toute façon, je savais que je pouvais pas l'avoir, parce qu'en vivant sur place, voilà, j'avais pas prévu de travailler, c'était là pour aller à l'école, donc j'avais pas prévu d'avoir des rentrées d'argent de folie. Donc, dans l'ensemble, je suis quand même content. C'est un bilan positif pour moi d'un point de vue budget. Je l'ai bien tenu et j'ai bien profité de ma vie au Japon. Et du coup, est-ce que je regrette au final? Car si on fait un bilan, j'ai pas réussi mon objectif de m'installer et vivre sur place malgré les dépenses que j'ai fait sur ce projet et les changements de vie radicaux que j'ai faits. Mine de rien, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mes amis, j'ai vendu toutes mes affaires, j'ai
utiliser quasiment toutes mes économies. Je suis parti avec quasiment 60 000 euros d'économies. Je reviens avec 7 000 euros. Donc voilà, mine de rien, j'ai quand même dépensé plus de 50 000 euros dans tout ça que j'aurais pu utiliser pour autre chose. Et au final, j'ai pas réussi à mon objectif principal qui était de vivre sur place. Mon japonais en plus n'est pas ouf, je suis loin d'avoir le niveau pour postuler à un travail dans une entreprise au Japon. Je suis plus un débutant qu'autre chose. On va dire que je suis entre le JLPT 4 et le JLPT 3. C'est vraiment pas fabuleux. Pour normalement, voilà, quand j'étais parti, je m'étais dit j'aurais été content d'être proche du JLPT 2. Là, honnêtement, j'ai un niveau entre le JLPT 4 et le JLPT 3 et si je travaille bien pendant quelques mois, je pense que je peux me rapprocher du 3. Pour l'instant, je suis plus proche du 4 qu'autre chose. Donc, pareil, au niveau de l'apprentissage du japonais par rapport à ce que je m'étais fixé, c'est pas ouf. Après, j'ai claqué, comme je disais, beaucoup d'argent. Il m'en reste plus beaucoup d'économies. J'ai tout à refaire maintenant pour pouvoir repartir sur d'autres projets parce que c'est pas avec 7000 balles et pas de boulot. Alors, j'ai le chômage là, qui a commencé à tomber. Ça a été un peu compliqué pour retrouver le chômage parce que normalement, j'avais encore un an de droit de chômage. Donc là, il vient de retomber. Donc ça me fait un peu respirer, ça me fait des rentrées d'argent, parce que ça fait 2 ans que j'avais des rentrées parfois par des missions que je faisais externes, mais j'ai pas eu beaucoup d'argent qui sont rentrés, puis surtout c'était pas régulier. Donc là, je suis un peu content parce que j'arrivais sur la fin en plus. Hein. Tant que j'avais des économies, si j'avais pas de rentrée d'argent, c'était cool, mais là, vu que je commençais à arriver sur la fin, je flippais un peu que ça descende, et que voilà, il faut bien bouffer, il faut bien se loger. Donc j'ai quand même ça qui tombe, mais au final, voilà, comme je disais, j'ai quand même claqué beaucoup d'argent et maintenant si je veux repartir au Japon, je sais que ça va pas se faire en un claquement de doigts. Je peux avoir de la chance, un truc qui me tombe dessus, mais en étant honnête, je sais que je suis pas reparti pour vivre au Japon et m'installer vraiment vivre au Japon. J'en ai au moins pour 3, 4, voire 5 ans avant de pouvoir repartir, a priori, sauf coup de chance. Et toujours dans ce bilan un peu négatif, j'ai pas trouvé l'amour de ma vie, ni de vrais amis japonais. Même si j'ai fait des belles rencontres et que je me suis fait de très bons amis francophones, finalement, on peut pas dire que c'était un succès total. Quand on regarde tout ça, on se dit c'est quand même assez négatif. Ces 2 ans, finalement, la conclusion, c'est quand même un échec. Mais pour moi, je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Donc même, comme je vous le dis, si en étant honnête, c'est pas une franche réussite, hein, c'est même un échec en quelque sorte. Mais cependant, comme je vous l'ai dit, je ne regrette pas du tout d'avoir changé ma vie. J'ai vraiment adoré vivre sur place. Ça a confirmé quelque chose que je savais déjà. Je me sens vraiment bien là-bas. Alors j'aurais sûrement dû faire certaines choses différemment. J'avais peut-être un peu plus de chance sans le coronavirus aussi de rester parce que j'avais un plan peut-être travail, mais finalement ça s'est pas fait. Mais je suis franchement content d'avoir pris ce risque, d'avoir opté pour changement de vie radical, car au final, je ne sais pas ce que sera fait l'avenir, si je pourrai un jour ou non vivre là-bas, si ma situation va s'empirer au fil des mois et que je vais me retrouver en banqueroute. Mais j'ai vécu vraiment de beaux moments là-bas, et sûrement les meilleurs moments de ma vie pour le moment, donc je regrette en aucun cas mon choix. Si vous aussi vous avez un projet de vie, n'hésitez pas à vous donner les moyens et à sortir de votre zone de confort. Je sais qu'on l'entend souvent de dire il faut sortir de sa zone de confort et puis souvent on se dit oui mais c'est pas facile. Effectivement on a tous des contraintes différentes. Moi par exemple j'avais la chance de ne pas avoir d'enfants, de ne pas être marié, de ne pas avoir de petite amie. Donc partir à deux par exemple c'est pas simple. Je me souviens qu'un des auditeurs m'avait dit ah nous on veut partir au Japon l'année prochaine, on va partir en deux, tous les deux avec mon enfant. Et je lui ai dit, oui, c'est bien, mais est-ce que vous pouvez avoir un PVT? Alors, je sais plus si les deux pouvaient avoir un PVT, je crois que oui, mais quand on a un PVT, il me semble que du coup, j'avais recherché parce que je m'étais dit, mais peut-être que vu que vous avez un enfant, votre enfant ne va pas avoir le droit de venir pendant un an au Japon. Et il me semble qu'en faisant les recherches, alors je suis plus sûr, hein, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que, non, l'enfant ne peut pas venir comme ça en fait. C'est pas parce que vous allez avoir des PVT que vous pouvez venir avec votre gosse. Et du coup, voilà, pour ces gens-là, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai eu une certaine chance, mais vraiment, si vous avez l'occasion, donnez-vous un coup de pied au cul. Faites pas n'importe quoi, calculez bien les risques. Moi, comme je vous l'ai dit, j'avais fait un budget, j'avais quand même l'argent pour, et j'avais calculé combien j'allais dépenser tous les mois. J'avais fait plusieurs budgets suivant plusieurs variables, en me disant, voilà, il faut au moins que j'ai tant, et quand je rentre, il faut que je rentre avec tant. J'ai réussi à le suivre, et justement, malgré le coronavirus qui a un peu compliqué le truc, mine de rien, je rentre, j'ai quand même encore de l'argent, je ne suis pas en banqueroute totale, ça me laisse le temps, j'ai encore du chômage, ça me laisse le temps de trouver du travail, même si ça va être compliqué de revenir. Au Japon, je ne suis pas dans la merde. Mais donnez-vous un coup de pied au cul, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Sortez de votre zone de confort si c'est votre rêve. Si c'est vraiment votre rêve, si c'est juste un rêve comme ça, réfléchissez bien. Tout le monde ne va pas se plaire au Japon. C'est pas parce que vous aimez le Japon que vous allez vous plaire au Japon. Ça aussi, c'est important de le garder en tête. Je vois beaucoup des gens qui partent en vacances et qui disent le Japon, c'est super, moi ma vie elle est là-bas, c'est génial. Attention, aller aux vacances au Japon et vivre au Japon, c'est pas la même chose. Il faut être Là, je vous dis que j'adore, que c'est super, que c'est génial le Japon, mais il y a plein de contraintes derrière et il faut les accepter.
et que vous allez peut-être pas gérer. J'ai vu plein de gens partir au Japon, la fleur au fusil, j'aime les mangas, j'aime le Japon c'est ma vie, je parle japonais même, des gens qui parlaient japonais, et revenir au bout de 2 mois parce que finalement la vie au Japon, bah, ça leur plaisait pas, parce que le travail, la façon dont ils étaient jugés au travail, les conditions de travail, c'était trop difficile pour eux, vraiment trop dur. Il y a des gens qui ont craqué, qui ont fait des dépressions nerveuses, qui se sont trouvés au fond du bout du rouleau, vraiment au fond du trou. Ou parce que bah, faire des amitiés avec des Japonais, c'est pas comme en France, c'est pas comme en Europe, on n'a pas les mêmes relations sociales, c'est plus tordu, c'est moins direct, parfois c'est beaucoup plus faux que chez nous, et qu'il y a des gens qui supportent pas ça, et que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Se donner un coup de pied au cul, c'est vraiment important, il faut le faire, mais il faut pas le faire dans n'importe quelle condition, il faut bien réfléchir avant, et quand on a bien réfléchi, qu'on a bien compris les mauvais côtés, les bons côtés, qu'on s'est renseigné auprès des gens qui sont déjà partis, qu'on a allé chercher des infos, qu'on a piqué à droite à gauche, tout en se faisant sa propre opinion, mais en essayant de récolter des données. Après là, si vous dites oui, je peux le gérer, il y a des chances, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir le faire, mais au moins vous avez bien réfléchi dessus, et bien là, donnez-vous un coup de pied au cul et allez-y. Et au final, même si comme moi, le résultat que vous avez, bah, c'est pas celui que vous aviez attendu, qu'il y avait un échec, il faut être prêt à cet échec, il faut le savoir, il faut le préparer, parce que sinon vous risquez de tomber de haut. Moi, je l'avais considéré, c'est-à-dire que dès le départ, quand j'ai décidé de partir, je savais que ça allait être très difficile, après ces 2 ans, de pouvoir rester au Japon. Je connais mon niveau en langue en général. Je sais qu'en 2 ans, on ne peut pas être bilingue japonais, sauf si vraiment vous êtes bon en langue. Enfin, quand je dis bilingue, même d'avoir un bon niveau. Je sais que je voulais pas sortir avec n'importe qui, me marier avec n'importe qui, donc je savais que vivre sur place, ça allait être difficile. Trouver une copine, ça allait pas forcément être facile. Tout ça, je le savais. Après, il y a eu des choses que j'ai plus ou moins bien gérées, d'autres que j'avais pas vu venir, etc. Mais j'avais prévu l'échec dans ma problématique. J'avais prévu que j'allais rentrer. Dès le début dans mon budget, je m'étais dit, il faut que j'ai tant à la fin de mon budget, parce que si je rentre, c'était une possibilité, il fallait qu'il me reste de l'argent. Tout ça, il faut le prévoir. Donc, il faut prévoir qu'il y ait un échec qui arrive, qu'il y ait des gros couacs ensuite qui arrivera, mais ça sera quand même l'aventure. Vous pouvez vous lâcher. Si vous avez bien calculé, que vous avez bien préparé les risques, allez-y, foncez. Et peut-être que même si ça ne marche pas, bah comme moi, vous aurez quand même bien kiffé, et je ne regrette en rien du tout d'avoir fait ces 2 ans, d'avoir dépensé tout cet argent, de me retrouver dans la situation maintenant, qui est une situation qui est moins enviable que ce que j'ai pu vivre jusque-là dans ma vie. Mais quand même, j'ai quand même bien vécu, j'ai quand même bien kiffé, j'ai adoré, et j'ai eu qu'une hâte, c'est d'y retourner, et je regrette, mais pour rien au monde, cette année et demie vécue au Japon. Et voilà, il n'y aura pas de coup de cœur du moment, comme vous l'aurez compris, même si finalement c'est un échec d'un point de vue du résultat. Le contenu, la vie sur place, pour moi, tout est positif, et je regrette en rien d'avoir fait ça, et je vais essayer d'apprendre des erreurs que j'ai fait sur place, essayer de rebondir, ça va être le but. Et justement, dans le prochain épisode, on restera dans la continuité de celui-ci, avec quelque chose de personnel toujours, mais j'ai envie justement de vous parler de mes futurs projets qui vont être liés au Japon. Rien de bien concret encore, mais j'ai des envies, des pistes, des choses que je veux explorer pour retourner vivre un jour au Japon, ou tout simplement pour continuer de parler de ma passion pour ce pays, parce que vous l'aurez compris, je suis amoureux du Japon. Mais tout ça, ça sera pour le prochain épisode. En attendant, je vous dis donc à bientôt, ciao mata, bye bye.